La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Son activé. Bonjour, bienvenue dans la webconférence organisée par le Club des adhérents AFNOR. Aujourd'hui, nous invitons Claire Sibylle pour vous parler de la normalisation en information et documentation sur l'interopérabilité technique et nous allons vous parler de la norme NF ISO 20614, donc DEPIP, un protocole d'échange de données pour l'interopérabilité et la préservation. Là, je prends très momentanément la parole. Je suis Evelyne Thoman, responsable du réseau des adhérents AFNOR. Simplement pour vous accueillir et remercier Claire Sibylle, qui est expert au sein de la commission de normalisation 46.4 information et documents interopérabilité technique. Madame Sibylle travaille aussi en qualité de sous-directrice au sein du service interministériel des archives de France et archives numériques. Simplement, je voudrais vous donner quelques informations. Tout d'abord, si vous avez quelques soucis techniques durant cette webconférence, merci de poser vos questions ou d'indiquer ces petits soucis par écrit. Nous tenterons de régler ceci au fur et à mesure. D'autre part, n'hésitez pas à poser vos questions durant la webconférence par écrit et nous vous répondrons, Madame Sibylle répondra à vos questions à l'issue de sa présentation. La présentation durera une vingtaine de minutes. Ensuite, les 15 minutes complémentaires seront justement dédiées à la réponse à toutes les questions que vous aurez posées. Ensuite, à l'issue de la webconférence, vous recevrez la présentation qui va se dérouler sous vos yeux, donc le PowerPoint, donc vous le recevrez, ainsi qu'un lien vers la présentation audio que vous allez entendre. Donc, je vous souhaite une très bonne webconférence et à nouveau mes remerciements pour le travail effectué. Vous aurez aussi les coordonnées de la personne, de la chef de projet AFNOR, Sabine Denarcus, qui gère toute l'activité de normalisation sur le sujet et à qui vous pourrez aussi poser des questions complémentaires. Voilà, donc très bonne conférence. Merci. À vous la parole, madame. Merci, bonjour à tous. Ce webinaire sera l'occasion de revenir sur le déroulement et les différents acteurs du projet de norme DEPIP
est de présenter les évolutions significatives de la norme MEDONA, modèle d'échange de données pour l'archivage, à la norme NF ISO 20614, DPIP, protocole d'échange de données pour l'interopérabilité et la préservation. Je vous parlerai tout d'abord du contexte et des origines du projet. Nous verrons ensuite les enjeux et les principales étapes du projet et nous terminerons par les évolutions de la norme MEDONA à DPIP et les perspectives. Alors, les origines du projet tout d'abord. Au commencement, il y avait le standard d'échange de données pour l'archivage, qui est un format d'échange qui a été élaboré pour le secteur public. Alors, j'ai indiqué quelques éléments de rappel sur l'institution au sein de laquelle je travaille, le service interministériel des Archives de France, qui a pour rôle d'élaborer le cadre réglementaire et normatif permettant aux services publics d'archives d'exercer leurs missions en matière d'archivage, collecte, traitement, conservation pérenne, accès, diffusion, réutilisation, et notamment en ce qui concerne l'archivage numérique. C'est donc dans ce cadre qu'en 2006, en collaboration avec les services en charge de la modernisation de l'État, qu'a été développé le standard d'échange de données pour l'archivage. Alors c'est un standard qui est inscrit dans le référentiel général d'interopérabilité, donc qui a une valeur réglementaire. Son objectif, c'est l'interopérabilité, puisqu'il s'agit de faciliter les échanges, le dialogue entre les systèmes d'information des services publics d'archives et de leurs partenaires. Cela peut être notamment les services producteurs d'archives publiques, de manière à faciliter le versement des données dans les systèmes d'archivage électronique. Alors, à l'heure actuelle, le standard d'échange de données pour l'archivage est très largement utilisé par des acteurs très différents, outre les services publics d'archives que je mentionnais, également les éditeurs de logiciels, les tiers archiveurs. C'est un élément de structuration particulièrement fort, puisque le formalisme défini par le CEDA permet de contrôler finement les échanges entre ces différents acteurs, les objets donnés qui sont échangés, et également les accords de service établis dans les conventions entre ces entités qui échangent des données. C'est également un élément très important, puisqu'il fait partie des standards sur lesquels s'appuie la solution logicielle d'archivage numérique Vital, qui est en cours de développement par une équipe ministérielle au sein de la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'État. Un rappel sur les principales caractéristiques du CEDA, du standard d'échange de données pour l'archivage. Alors, ce n'est pas un format de description, c'est bien un format d'échange. Donc, il va avoir pour rôle de modéliser, de définir les différentes transactions entre différents acteurs dans le cadre de l'archivage de données. Si on le compare à d'autres initiatives analogues, je pense notamment à la norme PEMAS dérivée du modèle OIS pour l'archivage numérique, le CEDA couvre la totalité du cycle de vie des archives. Pas seulement la demande de transfert ou de transfert, mais aussi la modification, l'élimination, la communication, voire la restitution. Donc, 6 transactions sont modélisées. La demande de transfert, le transfert proprement dit, l'archive, la modification, l'élimination d'archives, la communication, éventuellement la restitution. Et le CEDA définit 5 acteurs qui sont, bien sûr, le service d'archives, mais ses partenaires, donc en amont le service producteur, le service versant, et également le service de contrôle et le demandeur d'archives. Le CEDA permet d'échanger des paquets d'objets numériques, des paquets d'informations. Donc les objets échangés lors des transactions, ce sont des objets donnés qui sont accompagnés de métadonnées. Donc on a des métadonnées techniques, mais on a également des métadonnées descriptives et des métadonnées de gestion. Alors là, vous avez un exemple d'utilisation. Donc vous avez plusieurs types de diagrammes dans le standard d'échange de données pour l'archivage.
Là, vous avez un diagramme de cas d'utilisation. Il s'agit de la transaction transférée, où donc on a deux acteurs, le service versant et le service d'archive. Donc effectivement, on voit que le transfert est précédé d'une demande de transfert. Et donc dans ce cadre, les entités, les acteurs vont s'échanger différents messages. Donc là, vous avez un deuxième type de diagramme qui va séquencer justement les messages, les transactions entre le service versant et le service d'archive. Le service versant demande le transfert, le service d'archive peut éventuellement accuser réception de cette demande. Il va, dans tous les cas, répondre à cette demande. Le service versant peut accuser réception de la réponse à la demande de transfert. Et ensuite, le transfert proprement dit s'effectue. Donc le transfert, suivi là aussi éventuellement d'un accusé de réception, d'une réponse au transfert et éventuellement d'un accusé de réception de la réponse au transfert. Et enfin, un exemple de paquet d'objets donnés où on voit les différents types de métadonnées que j'évoquais, donc les métadonnées techniques, ainsi que les métadonnées de gestion et les métadonnées de description qui vont donc s'appliquer aux objets donnés transférés en question. Alors, de ce standard national, nous sommes passés à une norme nationale pour l'interopérabilité. Donc, autour du standard d'échange de données pour l'archivage, une gouvernance s'est mise en place avec un comité de pilotage faisant intervenir les différents acteurs ayant déjà mis en œuvre le standard. Des outils ont également été conçus pour accompagner la mise en œuvre, l'application de ce CEDA. Et enfin, les travaux se sont poursuivis avec cette fois une normalisation dans le cadre de la commission information et documentation, interopérabilité technique de la FNOR. Alors pourquoi une telle normalisation? D'une part, parce que la démarche était souhaitée par les utilisateurs du CEDA. D'autre part, parce que d'autres communautés, plus seulement du secteur public, mais également du secteur privé, par exemple les banques, des éditeurs de coffre-fort numérique, s'intéressaient au CEDA et donc voulaient poursuivre ce travail. Donc, constitution en 2013 d'un groupe d'experts, avec une norme nationale donc, publiée en janvier 2014, et à partir de là, les travaux de normalisation se sont poursuivis, avec cette fois un portage à l'ISO. Alors un rappel aussi rapide des évolutions du CEDA à la norme MEDONA. Dans le CEDA, on avait beaucoup de choses qui étaient propres aux archives publiques, notamment des modèles concernant la description ou les métadonnées de gestion. Donc là, en fait, l'idée, c'était d'élargir le propos, d'avoir une norme qui ne s'applique plus seulement au secteur public, mais qui s'applique également au secteur privé. Donc, dans MEDONA, les deux grandes différences par rapport au CEDA, c'est d'une part que les référentiels relatifs au format du fichier, à l'encodage des données, etc., ne sont plus imposés. La norme va juste indiquer l'emplacement de déclaration de ces référentiels et les objets échangés ne sont décrits que sur un plan technique, avec des métadonnées minimales, identifiants, taille, empreinte ou relation. Et donc, en fait, pour les autres métadonnées, de description, de gestion, par exemple pour l'accessibilité, seuls les emplacements vont être spécifiés et les modèles ainsi que les référentiels utilisés, leur version, vont devoir être négociés entre les partenaires des échanges et vont devoir être définis par les communautés. Donc voilà le rappel de l'historique. Donc j'en viens maintenant à la deuxième partie de l'exposé, les enjeux et les étapes. Alors les enjeux, pas seulement d'ailleurs pour l'AFNOR, mais également pour le CIAF, le Service interministériel des archives de France, des enjeux vraiment très liés aux objectifs de l'État en matière de simplification administrative, de dématérialisation,
donc poursuivre l'effort en matière d'interopérabilité, sécuriser l'investissement réalisé par le SIAF et les services chargés de la modernisation de l'État, mais également l'investissement réalisé au sein de l'AFNOR pour conférer à cet outil une portée internationale. Donc on assiste à un élargissement supplémentaire, puisque donc du SEDA à MEDONA, c'est un élargissement du secteur public à tous les acteurs, qu'ils soient privés ou publics. Et là, on veut vraiment conférer, on a voulu vraiment conférer une portée internationale à la norme, augmenter le rayonnement de cette norme, donc en élargissant le marché des éditeurs de logiciels, élargir également le domaine d'application des archives à toute entité chargée d'assurer à terme la pérennisation, la conservation pérenne d'objets numériques. Donc pas seulement des services d'archives en tant que tels, mais ça peut être aussi d'autres entités, comme par exemple pour le secteur public, des musées ou des bibliothèques. Bien sûr, continuer à intéresser aussi le secteur privé. Et enfin, renforcer, promouvoir, valoriser l'expertise française en matière d'archivage numérique. Et je crois qu'il faut vraiment souligner que le projet a été, enfin c'est un cas quand même assez rare qu'une norme ISO soit issue d'une norme française. Dans le domaine de l'archivage numérique, il y avait déjà eu un précédent, la norme 42013 pour les systèmes d'archivage électronique, et donc MEDONA, puis DEPIP, constitue le deuxième exemple. Alors, je passe assez rapidement sur les étapes de la normalisation. Bon, c'est un projet quand même, enfin, c'était un processus assez complexe qui a pris plus de 3 ans. Donc, il y a eu le processus de normalisation proprement dit, mais il y a eu avant la présentation du projet, la proposition de nouveaux sujets d'études, et chacune de ces étapes a fait l'objet d'un vote avec beaucoup de commentaires à certaines étapes, et notamment les 2 étapes CD, projet de comité, et 10 enquêtes ont été particulièrement importantes et significatives dans le processus, puisque là, il s'agissait de trouver un consensus, non plus cette fois au niveau national, mais bien au niveau international, sur le contenu technique du document. Alors, le projet a été suivi au sein du comité technique 46 sous-comité 4, qui est exactement la structure miroir de la commission nationale 46.4. Donc le projet a été suivi par un groupe de travail qui a été créé en mai 2015 sur les métadonnées, les protocoles pour la préservation sur le long terme. Alors il a été demandé notamment au groupe de travail, mais ça je vais y revenir, d'étudier toute la possibilité de recouvrement et d'articulation avec d'autres normes. Et notamment, il a été demandé au groupe de travail de faciliter le rapprochement avec la norme OAIS, qui est la norme matricielle pour tout ce qui concerne l'archivage numérique. Alors, évolution et perspective. Donc, si on fait un peu un bilan du process de normalisation au sein de l'ISO, quelles sont les principales évolutions par rapport à MEDONA? Comme je le disais un instant, donc un élargissement du périmètre, puisque ne sont plus concernés seulement les services d'archives stricto sensu, mais toute entité chargée d'assurer à terme la conservation pérenne d'objets numériques. Un alignement plus fort encore sur la norme OAIS, sur le modèle de référence pour un système ouvert d'archivage d'informations. Alors, le modèle reste le même, mais en revanche, on a été beaucoup plus attentif à la terminologie, notamment toute la partie sur les concepts utilisés, la terminologie, les définitions. Toute cette partie a été reprécisée. Autre grande nouveauté, c'est aussi pour faciliter la mise en œuvre de DEPIP, l'introduction de la notion de niveau d'interopérabilité. Bon, c'est vrai que DEPIP comme MEDONA ou comme le SEDA couvrent tout le cycle de vie des archives. Mais certains acteurs n'auront peut-être pas les moyens d'implémenter tout de suite toutes les transactions définies dans DEPIP. D'où la possibilité
d'introduire, enfin de mettre en œuvre des PIP, soit totalement, soit partiellement, pour arriver progressivement à la mise en œuvre des différentes transactions. Et puis, dernière grande évolution, le langage XML, qui était la seule possibilité d'implémentation dans Medona, n'est plus la seule possibilité d'implémentation. Donc là aussi, il y a eu un effort d'ouverture vers d'autres technologies. Nous avons eu notamment beaucoup de commentaires techniques sur ce sujet. Et donc, le schéma XSD, les cas d'usage qui figuraient dans les annexes de Medona, seront mis à disposition sur un site ISO qui sera enrichi progressivement d'exemples de mise en œuvre dans la technologie XML, mais aussi dans d'autres technologies, notamment JSON. Alors, dernier point avant de passer aux questions, les perspectives. Bon, bien sûr, la question qui se pose maintenant, on a une norme NF-ISO qui vient d'être publiée et on a toujours la norme Medona. Donc, comment ça se passe? La norme Medona est destinée, bien sûr, à moyen terme, à être remplacée par la nouvelle norme, qui a été alignée davantage sur le modèle OAIS, ce qui a eu des conséquences de modification sur le nombre de certains éléments, par souci d'alignement justement avec le modèle OAIS. Le fait aussi que les cas d'usage aient été sortis des annexes de Medona pour apparaître sur un site ISO et être mis à jour, là aussi, ça implique que la norme Medona va être remplacée à terme par la norme des PIP. Et le standard d'échange de données pour l'archivage, qui est fondé dans sa dernière version sur Medona, devra lui aussi évoluer pour prendre en compte la norme des PIP. Mais tout cela se fera effectivement progressivement. Je pense qu'il y aura certainement des questions là-dessus. Enfin, j'y reviendrai. Et puis, ce que je disais aussi par rapport à la notion de profil, de niveau d'interopérabilité, les travaux futurs du groupe international ISO, ça sera de travailler justement à l'élaboration, au développement de profils normalisés internationaux correspondant à ces différents niveaux d'interopérabilité. Donc là, il y a plusieurs options qui sont possibles. Ces niveaux d'interopérabilité, ils peuvent être basés sur les transactions mises en œuvre. On pourrait avoir niveau 0, on a simplement les deux transactions transférées et communiquées. Niveau 1, on en a un peu plus, niveau 2, etc. Ou bien également des niveaux d'interopérabilité qui vont être définis selon les besoins des transactions. Par exemple, pour le transfert, on aura deux séquences minimales, mais on peut en avoir plus en cas de besoin. Donc, et les exemples d'implémentation de Medona montrent que ces deux options sont tout à fait possibles. Voilà, écoutez, j'en ai fini de cette présentation. Et donc maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions, mais moi j'avais pensé quand même à quelques problématiques, quelques questions qui peuvent se poser. Donc, premièrement, à quelle échéance, en fait, la norme Medona va remplacer des PIP? Donc, pour moi, les choses vont se faire progressivement. C'est lié, d'une part, à la mise à disposition du site ISO, donc mise à disposition qui est en cours. Donc, normalement, les choses devraient avancer lors de la prochaine réunion du comité technique 46 à Lisbonne, dans quelques semaines. Et puis également, le fait aussi que le CEDA est en cours de révision, qu'une version 2.1 devrait prochainement sortir. Donc, l'idée, c'est d'abord d'attendre que cette version 2.1 soit utilisée, d'avoir des retours d'expérience.
Et donc, ça se fera effectivement progressivement. Alors, peut-être aussi, comment dire, est-ce qu'il sera facile de passer de l'une à l'autre? Alors, oui, parce que le modèle n'a pas changé fondamentalement de Medona à Depip. Les transactions sont les mêmes, les acteurs sont les mêmes. Bon, ce qui a changé peut-être, c'est la définition, la précision des définitions et le fait que comment dire, l'implémentation soit ouverte à d'autres technologies. Les impacts sur le CEDA qui s'appuie sur Medona, comme en fait Medona, Depip reste à un niveau très générique, puisque Depip n'impose pas de référentiel, n'impose pas de modèle de métadonnées pour les métadonnées de description ou de gestion, mais spécifie simplement l'emplacement de déclaration des référentiels ou des métadonnées de gestion ou de description. Donc en fait, l'articulation entre CEDA et Depip sera la même qu'actuellement entre CEDA et Medona. Alors, je vois qu'il y a une question sur le téléchargement, enfin la mise à disposition du PowerPoint et quand sera-t-il mis à disposition? Alors en fait, la présentation que je viens de vous faire sera mise à disposition dans la semaine ou sous l'UTEN, donc avec un lien qui sera envoyé à tous les participants à ce webinaire. Voilà. Et avec également l'enregistrement de cette séance. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les évolutions de la norme? Est-ce que voilà, vous ne pouvez pas faire de questions orales, mais c'est uniquement par écrit. Alors là, je vois qu'il y a une question. Quand le site ISO sera mis à disposition? Après la réunion du comité technique 46 information et documentation à Lisbonne, donc ce mois-ci. Donc je pense qu'on devrait vous en dire plus d'ici la fin du mois. Voilà. Alors le site n'est pas actif pour l'instant. Il est en cours en fait de mise en œuvre. Bon, j'ai donné déjà une adresse sur la présentation PowerPoint, mais le site sera actif, je pense, d'ici 15 jours, 3 semaines. Enfin, après, en tout cas, après la réunion de Lisbonne. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Question concernant le logiciel Vitam. Alors, tous les éditeurs n'ont pas implémenté la dernière version du CEDA. Quel suivi est pris en compte par les éditeurs de l'évolution des normes? D'accord. Et pour une collectivité, alors je vais attendre. Alors, je vais peut-être commencer par les questions sur l'utilisation de l'usage de cette norme pour une collectivité, et puis je reviendrai peut-être après sur la question concernant le logiciel Vitam qui est un peu périphérique par rapport à mon propos. Alors,
oui, les versements, en effet, ils doivent être réalisés en CEDA vers une plateforme d'archivage numérique. Donc, pour une collectivité, pour les services d'archives publiques, c'est bien le CEDA, effectivement, sur lequel les collectivités doivent s'appuyer pour réaliser leur versement. Comme je le disais, l'articulation entre DEPIP et CEDA sera la même que celle actuellement entre MEDONA et CEDA. C'est-à-dire que le CEDA est une spécialisation de MEDONA. Donc dans le CEDA, vous avez une définition des modèles à utiliser pour les métadonnées de description et les métadonnées de gestion. Alors que dans MEDONA et dans DEPIP, ce n'est pas précisé. Vous avez juste l'emplacement de ces métadonnées. Dans le CEDA, on vous dit par exemple pour les métadonnées de description pour le secteur public que vous devez respecter le modèle défini par le CEDA qui est conforme à la norme ISAGE, à la norme générale et internationale de description pour les archives. Alors, la norme, en effet, la norme DEPIP reste bien focalisée sur l'échange des données. Et pour répondre à une autre question, est-ce que la norme traite des modalités de description des archives ou reste focalisée sur l'échange de données? Non, elle reste focalisée sur l'échange de données. Donc, pour le secteur public, c'est bien le standard d'échange de données pour l'archivage qu'il faut utiliser. Alors, je reviens à la question sur Vitam. Quelles sont les fonctions en fait du logiciel Vitam? C'est un logiciel d'archivage électronique. Donc en fait, ces grandes fonctions correspondent à celles définies dans le modèle EAIS. Donc la prise en charge d'archives numériques, la conservation pérenne et la communication à des utilisateurs. Donc le mieux peut-être est de vous reporter pour plus d'informations sur le site du projet Vitam. Donc là aussi, vous pouvez le retrouver assez facilement. Vous avez notamment une présentation qui a été faite le 11 avril dernier qui précise quelles sont les fonctionnalités du logiciel. Alors, si je vois les autres questions. Alors oui, je vois une autre question en lien toujours avec Vitam. Quel est l'éditeur de Vitam? C'est l'État en fait, et c'est une équipe interministérielle qui est pilotée opérationnellement, enfin, qui est placée sous pilotage opérationnel de la direction interministérielle du numérique, des systèmes d'information et de communication de l'État, qui édite le logiciel. Et à la base, vous avez 3 ministères qui sont à l'initiative de Vitam, le ministère de la Culture, le ministère des Armées et le ministère des Affaires étrangères, donc, qui ont uni leurs efforts pour le développement de ce logiciel. Alors, est-ce que le processus d'archivage tient compte du RGPD, donc du Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, dans le sens des durées d'archivage, les données à archiver, etc. En fait, dans le CEDA, dans DEPIP, dans MEDONA, vous avez la notion de cycle de vie des archives. Donc, voilà. Donc effectivement, alors d'ailleurs, dans le standard d'échange de données pour l'archivage, vous avez effectivement toute une partie des métadonnées de gestion qui concerne justement le cycle de vie des archives, avec les durées d'archivage, les durées d'utilité administrative et le sort final, conservation ou destruction à l'issue du sort de ces durées d'utilité administrative. Merci. Il y a quelqu'un qui dit merci. Merci. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Donc, s'il y a une dernière chance, et puis sinon,
Donc, est-ce qu'il y a une dernière chance pour une ultime question? Sinon, de toute façon, vous aurez mes coordonnées sur la page de titre de la présentation. Donc, je reste à votre disposition pour poursuivre cet échange après le webinaire. Voilà. Donc, je suis Evelyne Thoman, je reprends la parole simplement pour vous remercier de votre attention, pour remercier à nouveau Madame Sybille pour le travail effectué et vraiment pour la clarté de la présentation technique, hein, mais vraiment grande limpidité sur le passage d'une version à une autre et donc cette évolution. Donc, n'hésitez pas, vous allez bien recevoir la présentation. Merci pour vos questions. Vous pouvez poser vos questions directement à Madame Sybille ou par le biais de Laetitia Cronier qui va vous envoyer le lien pour accéder à la présentation, au PowerPoint et au son audio, à l'enregistrement de ce webinaire. Merci de vous être connectés aujourd'hui. C'était un véritable défi. Vous avez été nombreux en ligne pour ce webinaire. Nous pensions que c'était un défi d'organiser cela un 2 mai, mais vraiment, vous avez relevé ce défi. Merci à tous. Bon appétit et bonne continuation. Nous vous laisserons aussi les coordonnées de Sabine Donarcus pour que, si vous êtes intéressé par les travaux de normalisation, pour contribuer justement à apporter vos contributions techniques sur ces sujets-là et apporter aussi vos connaissances, vous sachiez le faire, vous connaissiez un petit peu les arcanes pour participer à la normalisation sur ces sujets. Voilà, alors je ne vous dis pas bon retour, hein, puisque vous êtes confortablement installé derrière votre ordinateur, mais voilà, bonne continuation dans vos travaux avec donc des connaissances accrues sur la normalisation dans ce domaine-là. Merci encore et merci à tout le monde. Au revoir.